Vous savez, la chirurgie bariatrique est aujourd'hui de plus en plus répandue. Mais derrière les transformations spectaculaires qu'on voit parfois dans les médias ou sur les réseaux, il existe une réalité beaucoup plus complexe, avec des effets secondaires sérieux et des risques qui méritent d'être compris en profondeur. Et je veux préciser dès le départ, je n'ai rien contre les personnes qui choisissent cette opération. Je comprends qu'il y a des cas où elle peut être proposée et que cette décision doit toujours être prise entre le patient et son médecin. Mon objectif ici n'est pas de juger, mais de partager avec vous les faits scientifiques et les conséquences réelles pour que chacun puisse prendre des décisions éclairées. Et je voudrais partager avec vous une histoire personnelle. Un membre de ma famille élargie a fait une chirurgie bariatrique il y a quelques années. Au début, la perte a été rapide, impressionnante. Tout le monde autour pensait que les problèmes étaient réglés. Mais avec le temps, la vérité est apparue. Cette personne a fini par reprendre quasiment tous les pas perdus. Et en plus du poids, il y avait de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes de santé. Et c'est ce qui m'a poussé à approfondir mes recherches sur ces sujets et de venir ici pour les partager avec vous. Alors, venez avec moi. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et ici, je vous aide à utiliser le pouvoir de la nutrition pour booster votre santé et votre forme physique, naturellement et scientifiquement, sans blabla. Comment fonctionne une chirurgie bariatrique, le bypass gastrique? Le type de chirurgie bariatrique le plus courant est ce qu'on appelle le bypass gastrique. Et comment cela marche exactement? Vous avez l'estomac et ensuite l'intestin grêle. Ce que les chirurgiens font, c'est de couper l'estomac pour n'en laisser qu'une petite partie fonctionnelle. Cette petite poche est ensuite agrafée et refermée. Puis, ils coupent aussi l'intestin grêle et les connectent directement à cette petite poche. Autrement dit, la plus grande partie de l'estomac est exclue, ainsi qu'une portion importante du début de l'intestin grêle, qui est pourtant l'endroit où se fait l'absorption de la majorité des nutriments que nous mangeons. Donc, rien qu'en comprenant cela, on voit déjà clairement l'un des plus grands inconvénients de cette chirurgie, qui est une diminution considérable de la capacité du corps à absorber les nutriments des aliments. C'est bien connu d'ailleurs, les patients sont avertis avant l'opération qu'ils devront prendre des compléments multivitaminiques, minéraux, etc. Et cela pour le reste de leur vie. Mais il faut le dire franchement, c'est une intervention drastique, brutale même. On ouvre le corps, on coupe l'estomac, on reconfigure les tuyaux uniquement pour forcer une perte de poids. C'est une opération lourde, invasive et qui change de manière permanente la physiologie du système digestif et qui est relativement récente. Je pense que si on essayait d'expliquer à des personnes vivant aux années 30 et 40 ce que l'on fait aujourd'hui pour perdre du poids, ils penseraient sûrement que nous sommes fous. Les conséquences et risques documentés. La perte du plaisir de manger. Après ce type de chirurgie, beaucoup de patients témoignent une chose. Ils perdent le plaisir de manger. Ils disent ne plus ressentir la même satisfaction, parfois même développer une aversion pour certains aliments. Et ma question est simple. Qui voudrait volontairement perdre le plaisir de manger? Manger est l'un des grands plaisirs de la vie. Bien s'alimenter, partager un repas, savourer un plat, ce sont des moments essentiels de bien-être. Avec ce type de chirurgie, ces plaisirs disparaissent souvent, remplacés par des inconforts digestifs, des nausées, ou simplement par une absence d'envie. C'est donc un prix très élevé à payer, non seulement sur le plan physique et nutritionnel, mais aussi sur le plan émotionnel et psychologique. Mais ce n'est pas le pire des effets collatéraux comme vous allez voir. Une étude récente de 2024 a analysé en détail les résultats à court, moyen et long terme de cette opération, et les données ne sont pas rassurantes. Voici quelques points importants. Risque élevé de reprise des poids. Beaucoup de patients reprennent une partie ou même la totalité du poids perdu après quelques années. Cela est d'ailleurs justement ce qui s'est passé à cette personne que je connais également. Pourquoi? Parce que la chirurgie ne traite pas la cause profonde du surpoids, mais seulement les symptômes mécaniques. Le corps finit par retrouver son déséquilibre métabolique si rien d'autre n'est corrigé. Avoir un gros estomac n'est pas la cause du surpoids. Donc, il est évident que simplement faire cela ne va pas non plus résoudre le problème du gain de poids et de l'obésité à long terme. Cela aura tendance à revenir si d'autres changements ne sont pas faits.
Des changements qui, d'ailleurs, pourraient être réalisés et donner beaucoup de résultats sans avoir recours à cette solution chirurgicale qui reste assez drastique. Cependant, la décision de faire ou non une chirurgie doit toujours être prise par vous en accord avec votre médecin. Un autre point à souligner ici, c'est que ce n'est pas la question de manger moins qui apporte la solution. Ce n'est pas simplement le fait de manger trop qui conduit à l'obésité. La cause du surpoids est beaucoup moins liée à la quantité de ce que nous mangeons que ce que l'on pense. Elle est beaucoup plus liée à la qualité de ce que nous mangeons, à l'impact de ce que nous mangeons sur notre métabolisme. C'est cela qui finit par programmer le corps au gain de poids. Ce n'est pas nécessairement une question de quantité, mais bien davantage de qualité dans ce que nous choisissons de manger. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, voyons ensemble plusieurs risques préoccupants auxquels il faut prêter attention et qui ont été rapportés dans cette étude. La sténose gastro-jéjunale est l'un des risques les plus courants qui affecte jusqu'à 27% des personnes ayant subi une chirurgie bariatrique. Elle se caractérise par une dysphagie, c'est-à-dire un non-confort ou une difficulté à avaler les aliments. Cela provoque une aversion alimentaire et un réel inconfort au moment de s'alimenter. Un autre problème est le reflux, qui survient dans environ 12% des cas. Des hernies peuvent également apparaître et parfois obstruer l'intestin, ce qui arrive chez 2 à 3% des patients. Des ulcères de différents types peuvent aussi se développer, dans environ 16% des cas. Et en plus de cela, les chercheurs ont documenté dans une étude des altérations métaboliques importantes qui surviennent à cause de ce type de chirurgie. Par exemple, une augmentation de l'hormone de la faim produite dans l'estomac, la gréline, ainsi que du peptide YY. Ces deux hormones stimulent l'appétit et la faim, surtout à moyen et à long terme, puisque le corps obtient malheureusement moins d'énergie et moins de nutriments de ce qu'il vous mangez. Votre organisme répond donc en augmentant votre sensibilité à la faim, à l'appétit et aux fringales, ce qui peut devenir un problème. L'étude a aussi observé une augmentation de l'hormone GLP-1, la même qui est stimulée par des injections d'amaigrissement utilisées aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à propos des énormes effets secondaires de ces médicaments. Cette hormone ralentit la vidange gastrique, ce qui fait que les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, augmente la sécrétion d'insuline dans le sang et peut conduire à des niveaux plus élevés d'insuline, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Un autre effet observé est la baisse de la leptine, qui est une hormone qui signale normalement la satiété quand elle est élevée. Ici, c'est l'inverse, une baisse de la leptine, ce qui augmente donc l'appétit. Cela entraîne aussi une réduction de l'activité de la thyroïde, alors que nous cherchons justement à avoir une thyroïde plus active, pas moins active. On note également une hausse du cortisol, l'hormone du stress. Et nous ne voulons certainement pas des taux de cortisol chroniquement élevés dans le sang, n'est-ce pas? Encore un autre point, la dysfonction des tissus adipeux, avec une augmentation de la lipogénèse, c'est-à-dire de la création des graisses, en particulier l'hypertrophie des adipocytes, qui est l'agrandissement des cellules graisseuses. Quand elles deviennent trop grosses, elles s'enflamment et libèrent des composés inflammatoires dans le corps, ce qui contribue à l'inflammation chronique et à plusieurs autres problèmes. Un effet très sérieux aussi, la diminution du métabolisme basal, c'est-à-dire la baisse du nombre de calories que votre corps brûle par jour. Cela résulte de la réduction de l'activité thyroïdienne, du manque de nutrition et aussi du manque d'énergie. La conséquence est un ralentissement métabolique, moins de calories dépensées pour nourrir le corps. L'organisme se met à économiser de l'énergie au détriment des choses, comme l'éclat de votre peau, la santé de vos cheveux et de vos ongles, la bonne humeur, la créativité. Avec moins d'énergie, le corps doit rationner et cela entraîne des souffrances dans plusieurs aspects de votre vie. Comme nous l'avons vu, à moyen et à long terme, cela se traduit souvent par une augmentation de l'appétit, des fringales et une moindre satiété. Et toute cette cascade métabolique contribue à expliquer pourquoi une grande partie des patients qui subissent cette chirurgie finissent par regagner du poids au fil du temps. En résumé, modifier son corps chirurgicalement pour tenter de maigrir entraîne des effets secondaires bien documentés et non négligeables, ainsi que des risques considérables, non seulement à court terme, mais aussi à moyen et à long terme.
Un autre point à remarquer, c'est que lorsque le corps se retrouve avec une moindre capacité à se nourrir correctement, à obtenir suffisamment d'énergie et de nutriments à cause de la chirurgie, certaines personnes augmentent en même temps leur charge d'exercice. Autrement dit, elles réduisent l'offre d'énergie et de nutriments pour l'organisme tout en augmentant la demande par le sport. Et cela revient à exiger davantage d'un corps qui est déjà moins bien approvisionné, ce qui est évidemment bien problématique. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de gens après une chirurgie bariatrique. Ils deviennent dépendants des exercices pour réussir à maintenir leur poids actuel. Cela devient une véritable prison, car le corps est désormais programmé pour reprendre du poids. Si la personne arrête de faire de l'exercice un moment, ne serait-ce qu'un moment, ou si elle mange un peu plus, la reprise des poids est rapide. On se retrouve piégé dans une sorte de prison alimentaire, car la perte des poids a été forcée artificiellement sur le corps. Et dès que la routine stricte d'exercice ou des contrôles alimentaires n'est plus suivie à la lettre, le corps se venge et regagne du poids. Résultat, moins d'énergie, moins de nutriments, plus de demandes énergétiques et nutritionnelles en même temps. La vraie question est donc, à quel point est-ce durable ? En réalité, la chirurgie bariatrique n'est pas la seule chose impliquée dans ces transformations. Beaucoup de personnes passent aussi par d'autres procédures pour enlever l'excès de peau après la perte des poids, comme l'abdominoplastie, le lifting des jambes et des corrections au niveau des poitrines. Bref, ce processus n'a rien de naturel et certainement pas simplement faire du sport et bien manger. Et il est important de rappeler encore une fois, l'exercice, même s'il peut rendre le corps plus beau, plus fort et plus tonique, ne constitue pas une stratégie efficace pour la perte des poids en soi, car le corps compense toujours. Le simple fait de faire beaucoup de sport ne garantit pas un amaigrissement durable. Et vous l'avez déjà peut-être expérimenté vous-même. On peut s'entraîner énormément sans obtenir des bons résultats, les résultats espérés, si d'autres facteurs n'ont pas été corrigés, c'est-à-dire votre alimentation. C'est pourquoi, même après toutes ces interventions et tous ces efforts, des inquiétudes demeurent quant à la qualité de vie et la santé de ces personnes à long terme. Comment le système hormonal se comportera-t-il avec moins de nutrition, plus de stress, plus de demandes énergétiques accrues? Quelle relation avec la nourriture restera-t-il après tout cela? Sera-t-elle équilibrée et paisible ou au contraire une source de conflits et de frustrations? À mon avis, les méthodes naturelles pour rétablir l'équilibre du corps restent toujours supérieures. Si vous êtes d'accord, laissez-moi un pouce en l'air. Et bien sûr, dans certains cas, une intervention peut s'avérer nécessaire. C'est une décision personnelle à prendre entre patient et son médecin. Mais n'oubliez pas, notre alimentation a le pouvoir de reprogrammer notre corps vers la santé et le bien-être. Tout comme bien souvent, c'est elle qui a contribué à les programmer vers l'obésité et le mal-être. La bonne nouvelle, c'est que dans le corps, la grande majorité des choses sont réversibles. Et pourquoi? Parce que le corps, cette machine incroyable, se renouvelle en permanence. Chaque tissu, chaque cellule se régénère périodiquement. Avec une alimentation correcte et ajustée, il est possible d'obtenir des bénéfices que nous cherchons. Le bien-être, la vitalité et la bonne forme. Le vrai problème ici, à mon avis, c'est que l'alimentation réellement efficace et saine n'est pas forcément celle qui est promue comme telle un peu partout autour de nous. En résumé, lorsque notre alimentation aide nos cellules à produire de l'énergie cellulaire, l'ATP, qui est la base de tout fonctionnement de notre corps, alors notre organisme a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé et atteindre son poids idéal. Mais lorsque notre alimentation perturbe ces processus de production d'énergie, tout commence à se dégrader. L'obésité n'est alors qu'un effet secondaire d'un corps qui ne parvient plus à produire correctement de l'ATP. C'est une idée nouvelle pour beaucoup, mais si cela vous intrigue, je vous invite à regarder ma série gratuite sur la diète de l'ATP, disponible ici sur ma chaîne. Le lien est dans la description. Et si vous souhaitez mon aide pas à pas pour maigrir naturellement en utilisant de la science comme guide et rejoindre des milliers de personnes qui accélèrent déjà leur perte de poids sans dogme ni souffrance, je vous invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement sur accélérateur-md.fr ou via le lien dans la description. À l'intérieur, je vous montre étape par étape quoi faire avec des listes complètes d'aliments, des menus, des exemples et des recettes afin que vous puissiez suivre le processus facilement et obtenir enfin les résultats que vous voulez et méritez.
En conclusion, gardez toujours en tête que toute solution, surtout quand elle paraît être miraculeuse, a un coût, et parfois très élevé, et que vous ne voulez probablement pas le payer. Réfléchissez bien, pesez les risques, et souvenez-vous que votre corps est capable de se transformer naturellement quand on lui donne les bonnes conditions. Partagez votre opinion dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager amplement et de me laisser un pouce en l'air. Je vous embrasse. Au revoir.